C'est une prouesse à la fois scientifique, sportive et humaine. Le photographe et naturaliste Laurent Balesta nous raconte ce soir les 28 jours qu'il a passés dans une capsule à 120 mètres de profondeur en Méditerranée. C'était en juillet dernier entre Marseille et Monaco. Bonsoir Laurent Balesta. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci. En plein été donc, un rêve qui se réalise, qui se concrétise. Peut-être d'abord, que ressent-on à 120 mètres de fond en Méditerranée dans un module sous-marin, on va dire quoi, de 5 mètres carrés? Oui, la station dans laquelle on vivait, elle est à la surface. Ouais. On n'est pas dans un... Et ensuite, on prend une sorte d'ascenseur pressurisé aussi souvent qu'on veut pour rejoindre... En fait, on vit à la même pression qu'à 120 mètres, mais on est à la surface, ouais, enfermé, on ne voit pas l'extérieur pendant 28 jours. Et ensuite, on descend physiquement avec un ascenseur lui aussi pressurisé. Et quand précisément on arrive à la même pression qu'à l'extérieur, la porte s'ouvre toute seule et là on se retrouve à 120 mètres avec un sentiment un peu paradoxal, c'est qu'il y a une petite part de nous-mêmes qui nous dit qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la tourelle, ouais, et une autre part qui nous dit que ça fait 18 ans que j'attends de pouvoir me promener par 120 mètres de fond sans aucune contrainte, sans aucune limite de temps, qui est normalement ce qui se passe quand on fait de la plongée traditionnelle où chaque, ouais, minute à ces profondeurs-là coûte des heures de palier de décompression. Là, vous restiez combien de temps par séquence? 10 minutes? Non, non, non. Là, c'était ça toute la différence. Enfin, fini cette frustration. Le, ouais, temps se comptait en heures. On restait jusqu'à 4 heures consécutives et 2 fois par jour. Ouais. Donc, c'est une prouesse parce que pour remonter après, il faut beaucoup plus de temps. Là, sur le coup, là, nous, on n'avait plus du tout cette contrainte, ouais, parce qu'on vit à la pression du fond. C'est-à-dire que physiquement, oui, on fait des allers-retours, ouais, avec la surface. Mais physiologiquement, pour le corps humain, c'est une seule et même plongée de 28 jours, puisque que l'on soit à la surface dans la station ou que l'on soit au fond sous la mer, on est à la même pression, 13 fois la pression atmosphérique. Et donc, le corps, lui, a l'impression qu'il est à 120 mètres tout le temps. Voilà. Comment s'appelle cette expédition et avec qui l'avez-vous partagée? Alors, c'est l'expédition Gombessa 5. Gombessa, c'est en référence au poisson qui porte ce nom, le sélacanthe, ouais, qui était la première expédition qu'on ait menée de ce genre. Et donc, par hommage, du moment qu'il y a un mystère scientifique, un défi de plongée et une promesse d'image, ben, je me dis qu'on a le droit d'appeler ça de nouveau une expédition Gombessa. Et je l'ai partagé avec mes camarades d'aventure habituels. Dans la station, nous étions 4. Il y avait Antonin Gilbert, Yannick Gentil, Thibaut Roby. C'était les 3 plongeurs, ouais, qui m'accompagnaient. Antonin, biologiste. Thibaut, moniteur de plongée, instructeur aussi. Oui. Et il y avait aussi Yannick Gentil. Et Yannick Gentil, qui lui était à la caméra vidéo pendant que moi je faisais des photographies. Et puis ça, c'est juste les 4 privilégiés. Alors certains voient là des sacrifiés parce qu'on était enfermés, tout ça. Ouais. Mais on était surtout des privilégiés d'avoir accès, ouais, à ces profondeurs sans limite. Ouais. Et vous avez d'ailleurs 30 personnes en surface, une équipe de 30 personnes. Une aventure Alors, ça serait long de tous les citer, mais ils étaient incontournables et d'une compétence sans faille. Pour pouvoir... Je trouve que vous avez une phrase très belle pour dire ce que vous avez vécu. Vous dites, on est sur la même planète et on fait un voyage dans un autre monde. Ben oui, parce que vu de très loin, si on regardait nos pérégrinations comme ça depuis une autre planète, ou même depuis la Lune, on est tous au même endroit. Franchement, qu'on soit à 120 mètres de fond, qu'on soit à la surface, ouais, qu'on soit à Paris ou qu'on soit au bord de la mer, on est tous au même endroit. C'est tellement près tout ça. Et pourtant, chaque fois que la porte s'ouvrait, on était dans un autre monde avec des créatures que jamais personne n'a vues, que moi, soi-disant spécialiste de la Méditerranée, je connaissais même pas. Ouais. Y a plusieurs poissons, créatures, des crustacés, des poissons que j'ai photographiés, je savais même pas qu'ils existaient. Ouais. On ne connaît que dans les livres au fond et dans les dessins. Livres, voilà, c'est ça. Ils ont été forcément. La cardine ocellée, ça vous parle pas vraiment, mais moi non plus, ça, ouais, me parlait pas avant de le voir. Ça peut être le crabe araignée élégant, ça peut être la morue cuivrée, ouais, le barbier perroquet. Voilà, c'est des noms, je ne sais pas si ça fera dans l'imaginaire des gens, mais bientôt ils verront les images. Ouais, on commence à les voir défiler d'ailleurs à l'antenne, des photos qui sont sublimes. Il y a une faune, une flore très opulente aussi. Comment avez-vous travaillé concrètement pour prendre ces photos ? Ah ben d'abord ça s'inscrit pas, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là et ou cette activité-là et on les fait d'abord dans une quête naturaliste, c'est-à-dire, ouais, d'abord il faut aller trouver ces bêtes, c'est quand même aller chercher ces animaux qui sont cachés dans la pénombre de ces profondeurs et puis ensuite c'est essayer de les mettre en valeur, c'est-à-dire de pas se contenter.
ils vivent quelque part. C'est ça qui est pour moi le plus important, le décor dans lequel ils vivent. Ces animaux, souvent, ils sont connus à partir d'un animal, un individu qui a été capturé un jour, qu'on a décrit, on lui a donné un nom scientifique, on l'a mis dans un muséum. Qu'est-ce qu'on sait de lui à part qu'il existe? Rien. Alors la moindre des choses, c'est que dans la prise de vue, dans la photographie, on comprenne au moins d'où il vient. Alors certaines espèces, vous l'avez dit, n'avaient jamais été observées dans leur milieu naturel. Quel est d'ailleurs le champ d'application de votre expédition? Il est assez vaste, parce que là, c'est vrai, j'apprécie quand vous m'interrogiez sur le travail purement artistique en photo, mais il y avait quand même d'abord des ambitions scientifiques. On avait toute une série de protocoles à exécuter. Ouais. Alors, protocoles de biologie, d'écologie, pour mieux comprendre ces écosystèmes, savoir à quel point ils sont atteints ou au contraire à quel point ils sont préservés des atteintes humaines parce qu'ils sont un peu réfugiés en profondeur. Ça, c'était un point. Puis, l'outil qu'on a utilisé, ce mariage de la plongée à saturation avec la plongée autonome, c'était un outil tellement performant. Moi, je suis biologiste, mais j'avais envie de dire, c'est un outil performant, il peut servir à d'autres disciplines, comme l'archéologie. Alors, on est allé sur quelques épaves, des épaves antiques, des épaves contemporaines, juste pour faire la démonstration que tout à coup, des épaves où on pouvait envoyer que des robots, on pouvait y rester des heures et des heures avec la délicatesse de la présence humaine, c'est-à-dire qu'on regarde avec des yeux, pas avec une caméra, ouais. On touche avec les mains, pas avec des pinces mécaniques. Ça ouvre des perspectives en la oui, matière. Évidemment. Ouais. De toute façon, j'ai toujours considéré que tous ces patrimoines, enfin, tous ces espaces lointains ne deviennent des patrimoines communs que si on fait la démonstration que quelques-uns d'entre nous, privilégiés, peuvent y accéder physiquement. Je pense que c'est quand cette possibilité physique d'être au contact de ces créatures étranges, de ces sites archéologiques incroyables, quand tout à coup physiquement on y est, ouais. Je crois que c'est là que ça devient nos patrimoines vraiment. Sinon, c'est un autre monde. Ouais. Les océans et les mers, Laurent Balestin, on le sait, représentent 2/3 de la surface de la planète. Mais ça, c'est si on parle de surface. De surface, on est d'accord. La Méditerranée, des études encore récentes le montrent, serait l'une des mers les plus polluées du monde. Est-ce que c'est ce que vous avez pu constater ou dites-vous justement, plus on est au fond et plus c'est préservé? Non, c'est pollué partout, c'est abîmé partout. La Méditerranée... plus qu'une autre, peut-être, parce que c'est une mer fermée, parce qu'il y a 5000 ans que l'homme il met sa marque, et une marque sur les derniers siècles qui est terrible. Ouais. Donc oui, la Méditerranée est blessée, abîmée, meurtrie, mais précisément, elle n'est pas morte. Voilà. Alors bien sûr que moi, dans cette expédition, j'ai pas monté ce projet aussi compliqué pour aller me déprimer. Ouais. C'est justement pour lui donner envie de la défendre, cette Méditerranée. Oui, si tant est que certains aient besoin d'espoir pour faire les bons gestes ou pour se battre, peut-être qu'on aura contribué à ça. Moi, je pars du principe que je voulais juste au moins... montrer, je ne suis pas le seul, mais montrer qu'il y a encore des merveilles en Méditerranée, même si peut-être... Mais elle se régénère, la Méditerranée? Elle se régénère là où on la protège. Voilà, ouais. les espaces marins protégés. Et quand je dis protégés, je dis strictement protégés. C'est-à-dire pas des réserves de papier où on décide que c'est une réserve, ouais. Et où à l'intérieur desquelles les pratiques n'ont pas changé. Je parle de réserve intégrale. Je parle de la réserve de Scandola en Corse. Je parle de certaines zones à Porquerolles. Je parle de la réserve intégrale de Cerber-Banyuls. Il y en a plusieurs comme ça. Et à l'intérieur de ces zones strictement protégées, surveillées, suivies scientifiquement, c'est merveilleux. Ça regorge de vie. Et le terme exact serait ça déborde de vie. Parce qu'effectivement, ces zones extrêmement protégées débordent et vont réensemencer un petit peu autour. Mais ne nous gargarisons pas de tout ça. Ouais. C'est des points sur une carte. Des tout petits points sur une carte. Le reste est quand même globalement... En mauvais état et ça ne va pas en s'arrangeant. Il faut quand même il faut en être conscient. Comprendre. Quel a été le plus dur? Vous évoquez notamment le froid. Alors c'est vrai que quand vous dites ça, on est souvent surpris parce que c'est pas non plus les eaux polaires. Oui, alors c'est pas si simple à expliquer parce que l'eau était à 14 degrés. 14 degrés, c'est frais, mais on peut se baigner. Il y a des gens qui se baignent à 14 degrés. En tout cas, nous qui avons fait des expéditions polaires, 14 degrés, ça ne devrait pas nous faire peur. On a appris à plonger dans de l'eau à moins 1,8. Où là, c'est dur. On peut perdre. Moi, j'ai mis 8 mois pour récupérer mes pieds de la dernière expédition polaire. Enfin, c'est pas facile. Donc 14 degrés, on pourrait penser que c'est tout simple. Mais on oublie que ce qui refroidit le corps,
la température, bien sûr, mais c'est surtout la pression à laquelle on subit cette température et aussi le mélange gazeux, la nature du gaz que l'on respire à cette température. Et nous respirions un mélange qui n'est pas du tout de l'air. De l'air, c'est 80% d'azote, 20% d'oxygène. Nous respirions 97% d'hélium, 3% d'oxygène. 97% d'hélium, ça vous glace les os. L'hélium est un gaz conducteur. Il vous arrache toutes vos calories, toute votre chaleur. Vous prenez la métaphore du sol, d'ailleurs. Hein. Vous dites, si on marche sur un parquet, on a une sensation chauffante qu'on n'a pas si on marche sur... Voilà, c'est la même pièce, la température est la même dans la pièce. Si vous marchez sur du carrelage, vous avez froid. Si vous marchez sur du parquet en bois, c'est agréable. Respirer de l'air ou de l'hélium, même à la même température, ça n'a pas du tout le même effet. Alors effectivement, ça c'était dommage. La décompression n'était plus un problème. On avait le droit de rester de manière illimitée au fond. Mais ce qui nous faisait retourner à la tourelle et vite dans le confort tout relatif de notre station, c'était le froid qui fait qu'on restait entre 3 et 4 heures, 2 fois par jour. Voilà. Et on sait que le retour sur Terre, par exemple, pour Thomas Pesquet, n'a pas été facile, que l'on soit dans l'espace, que l'on soit en mer, aussi les marins qui partent pour la route du Rhum ou autre. Pour vous, comment s'est passé le retour à la terre ferme? Après, on le dit, 28 jours. Hein, c'est d'abord une réjouissance. D'abord, une réjouissance d'un vieux rêve enfin accompli. 18 ans que j'ai essayé de faire cette chose-là. Je suis peut-être un peu lent, mais bon, voilà. Donc, il y a le sentiment de l'accomplissement, il y a la réjouissance de retrouver ses proches. Ma fille avait 2 mois quand je suis sorti de la station, elle en avait 1 quand je suis rentré, donc j'ai même encore du mal à en parler. Il faudra bien lui raconter. Mais donc, c'est une réjouissance. Et après, effectivement, ça se vit difficilement, le retour, parce que on part des grandes profondeurs, on arrive à la surface. Eh bien, c'est exactement comme quelqu'un qui part de la surface et qui monte en haute altitude. On avait les syndromes les symptômes du mal des montagnes, des insomnies nocturnes, un manque d'oxygène. On avait comme la sensation de manquer d'air. C'est normal, nos globules rouges se sont effondrés pendant 28 jours pour s'adapter à la haute pression et au stress d'oxygène. Le corps a l'impression qu'il y a trop d'oxygène quand on est à grande profondeur, donc il laisse s'effondrer les globules rouges, et tant mieux, ça nous fait vieillir un peu moins vite. C'est ça. Mais par contre, quand on revient, c'est comme en altitude, il faut 4-5 jours pour refaire ses globules et se sentir bien à nouveau. Merci beaucoup Laurent Balesta. Juste en un mot, vos photos, on peut les voir où Alors pour l'instant, on ne peut pas vraiment les voir. On les verra une première fois au Salon de la plongée en janvier de 2020. Et puis dans un livre qui sortira courant 2020, mais j'avoue que je ne sais pas encore. On en reparlera, on l'espère. Merci beaucoup Laurent Balesta. Merci d'être venu invité sur notre plateau.